Retour dans Lady vous écoute sur Boko Haram, non pas pour leur faire de la publicité, mais pour donner la parole aux familles de victimes. Avec nous sur le plateau, deux invités, Lucie Oumukundwa. Bonjour Lucie. Bonjour. Vous êtes journaliste basée à Kampala, c'est en Ouganda. Vous êtes Oui. correspondante de AITV, ou une émission qui a été interrompue, mais vous continuez à être correspondante pour La Voix de l'Amérique. Ouais. Merci pour votre présence sur le plateau. Vous étiez à Kigali, qui est votre pays, non pas Kigali, Kigali qui est au Rwanda, qui est votre pays d'origine, et les zones en situation de conflit, vous connaissez tout de même. Merci d'avoir accepté de participer à cette émission. Nous avons sur le plateau Cécile Nangazengue. Bonjour Cécile. Bonjour Lydie. Vous êtes la présidente de l'association AAD et vous allez avoir l'occasion pendant cette émission aussi de nous parler de ce que Boko Haram malheureusement a impacté dans votre vie. Ensemble pendant 26 minutes pour revenir sur cela. Alors, je voudrais commencer par vous donner la parole, Cécile. Alors oui, merci déjà d'être dans votre plateau. Boko Haram fait énormément de dégâts depuis un certain temps dans l'Afrique, actuellement au Cameroun. J'ai malheureusement perdu le fils unique à mon frère aîné, qui est tombé sous les balles de cette nébuleuse. Et pas que lui, il n'est pas le seul. Hein. Vous avez vu dernièrement au Cameroun, à Yaoundé, on a fait la levée de corps de 40 corps de soldats et des militaires, tous grades confondus. Ce que le Cameroun, mon pays, n'a jamais connu depuis que je suis née. Et donc, quand vous voyez 40 corps, c'est des corps officiels, des corps militaires, mais les corps des civils dans cette région du Nord. Malheureusement, les gens pensaient que cette guerre allait se passer seulement au Nord. Mais si les levées de corps ont été faites à Yaoundé, ça veut dire que c'est une guerre qui touche tout le Cameroun entier. Donc, le Cameroun n'est pas la seule victime. Je suis ici sur le plateau en tant que la tante d'une victime, mais je représente toutes les familles camerounaises qui, de près ou de loin, sont touchées par cette nébuleuse. Nous allons donc parler de cela. Vous êtes journaliste, hein, je le répète, donc Boko Haram, quelle perception des choses avez-vous aujourd'hui vu de Kampala? Vu de Kampala, moi, personnellement, ce qui m'a choqué, c'est de voir des victimes femmes, filles à l'école, parce que c'était un cas très alarmant. Parce qu'aujourd'hui, si on commence maintenant à s'attaquer à l'éducation des jeunes filles, c'est-à-dire on est en train de couper des bras de l'Afrique, puisque comme vous savez très bien, le rôle de la femme dans la société africaine est très important. Et aujourd'hui, si les familles ne sentent plus la sécurité à l'école des jeunes filles, où est-ce que va l'Afrique sans éducation des jeunes filles? Parce que quand j'ai entendu pour la première fois le kidnapping des jeunes filles à l'internat, je me suis dit que maintenant toute la région va commencer à avoir peur d'envoyer leurs jeunes filles à l'école, puisque c'était le seul endroit où la fille africaine se sentait en sécurité. Et si on commence à s'attaquer à l'éducation des jeunes filles, où est-ce que l'Afrique va aujourd'hui? Alors, ce qu'il faut rappeler, c'est que le Cameroun est frontalier du Nigeria et ce qui a commencé à se passer au Nigeria se passe donc aussi désormais au Cameroun. Et ainsi que vous le disiez à juste titre, ça n'est pas confiné qu'au nord du Cameroun comme on voudrait pouvoir le penser. Parce qu'au moins, lorsque l'armée camerounaise va donc sur le terrain, l'armée camerounaise n'est pas constituée que de personnes originaires du nord du Cameroun. On a des personnes de tout le pays et on voit que tout le pays peut commencer par là seulement à être touché. Il y a eu des marches, vous avez participé à ces marches en votre qualité de trésorière d'une association. Oui, effectivement, le Cameroun tout entier est touché par cette guerre. La marche, le collectif pour la paix en Afrique, qui est une association qui a été créée justement pour venir en aide, soutenir les armées, pas seulement du Cameroun, parce que le président camerounais a fait appel à toute la sous-région pour pouvoir faire un bloc. Et merci d'ailleurs à tous ces présidents qui participent au soutien pour justement éradiquer cette nébuleuse. Quand on lance un recrutement militaire au Cameroun, c'est toutes les régions, c'est du nord au sud. Et au plus, le Cameroun aussi, c'est pas une région, enfin, les gens ont toujours tendance à croire qu'on est sédentaire chez nous. C'est peut-être vrai. Mais au nord du Cameroun, il n'y a pas que les gens du Nord. Il y a toutes les régions du Cameroun qui y sont représentées. Et moi, personnellement, j'ai un petit frère qui était dans la région, qui travaillait là-bas, qui est actuellement sur des béquilles, parce qu'il était au Nord.
parce qu'il travaillait pour l'armée camerounaise. Donc, et ça fait 1 an. Donc, les victimes commencent depuis un certain temps. Quand l'économie du Cameroun, toute la région, le Cameroun nourrit toute la région du Tchad, du Nigeria, tous ces produits sont acheminés vers le nord. Là maintenant, rien ne peut plus monter. Économiquement, c'est un désastre. Au niveau des écoles, actuellement, au niveau de la région du Nord Cameroun, il y a 157 écoles qui sont fermées. Vous vous rendez compte? Ce qui rejoint le propos de Madame. Voilà. Quand on sait que même quand les écoles sont ouvertes, les populations majoritairement présentes dans les écoles sont des populations de garçons. Et les quelques filles qui sont là, parfois, donc comme vous disiez, peuvent être détournées du chemin de l'école. Alors j'aimerais qu'on revienne sur un parallèle tout de même. Je disais tout à l'heure que, Rwandaise de votre État, vous avez d'une certaine manière vécu les conflits. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, le Cameroun, en l'occurrence, puisque nous en parlons, puisse s'appuyer sur ce qui s'est passé ailleurs pour se projeter vers l'avenir, pour peut-être avoir une attitude beaucoup plus offensive pour éviter ce qu'a vécu le Rwanda, par exemple? Je ne pense pas qu'aujourd'hui, face à Boko Haram, on peut éviter ce qui s'est passé au Rwanda. Vous vous rappelez que les femmes ont été triplement victimes. Non seulement ils étaient attaqués de gauche à droite, mais aussi il y a des viols derrière. Et la femme, aujourd'hui, quand on voit devant des tribunaux comment les femmes sont embarrassées de pouvoir donner leur témoignage, c'est-à-dire c'est un cachet jusqu'à vie. Ce n'est pas toutes ces filles qui ont été kidnappées par Boko Haram. Moi, je vois les membres de famille et les enfants qui habitent autour, qui rêvent toujours des attaques de ce genre. Moi, je suis sûre qu'ils vont être traumatisés à vie, comme je vois des femmes rwandaises qui ont été victimes du génocide, des Tutsis qui ont été victimes des viols et des attaques aussi dans les camps des réfugiés. En fait, c'est une situation très, très, très dure à vivre pour les femmes. C'est pas comme les hommes. Et, il ne faut pas oublier aussi que toutes ces femmes qui sont marquées à vie, ce sont des mères, des enfants des futures générations. Et c'est vraiment une situation très, très alarmante. Pour revenir justement à ce qui se passe, quand on le voit à partir de Kampala, où je suis, il y a des gens qui se posent des questions sur l'avenir aussi, parce que les conflits sont en train de s'intensifier, jusque même en Afrique centrale. Vous savez bien qu'il y a Ede Funalou, c'est un groupe armé ougandais aussi, qui est en train de s'identifier à l'islamisme extrême. Et vous voyez aussi Al-Shabaab, vous savez très bien que toute l'armée maintenant est en train de combattre en Somalie. Tous les pays sont sous menace. Et quand on voit ce qui se passe au Nigeria avec Boko Haram, on se dit c'est demain ou après-demain, ça va arriver dans notre région. Et on se pose des questions, comment ça va s'arrêter, comment les femmes vont être protégées demain. Alors, ce qu'il faut rappeler, c'est que le Cameroun, où toutes les confessions sont présentes, l'islam aussi, et que jusqu'à preuve de contraire, ces personnes-là avaient un rapport tout à fait cordial, quelles que soient les religions. L'apparition donc de Boko Haram et leur intrusion dans la vie sociale, dans tout ce que vous avez vécu, vous et d'autres familles encore, est-ce que vous pensez que cela va créer d'une certaine manière une crispation entre des personnes de confession musulmane camerounaise et des personnes camerounaises d'autres confessions? Et évidemment, je vais répondre par oui et non. Parce que le Cameroun a d'abord la particularité d'être un pays d'accueil, un pays où les musulmans, les protestants et les catholiques ont toujours vécu en harmonie. Cette ignorance fera que les gens vont confondre Boko Haram à la religion musulmane. Mais quand on voit les images, par exemple, que Boko Haram arrive au nord du Cameroun dans une mosquée et prend l'imam avec plus de 60 personnes et passe sous la Kalachnikov, ça attire l'attention des gens. Au sud du Cameroun, on rencontre aussi des musulmans, que ce soit au nord ou les catholiques et tout ça. Et aussi, je me permets de dire que la religion et l'Afrique a quand même un rapport assez particulier. Toutes ces religions qui sont maintenant installées, les gens ont toujours vécu en harmonie. Moi, je prends l'exemple du Cameroun où la fête du Ramadan ou la fête du mouton sont toujours vécues par les protestants. Quand il y a la fête du mouton, c'est férié au Cameroun. Que ce soit une fête de Noël, une fête catholique, tout est férié. Que ce soit les protestants qui fêtent Pâques. Moi, en tant qu'adventiste, quand on fête la Pâques, c'est l'harmonie totale.
Mais maintenant, les gens vivent dans une peur. Parce que Boko Haram, bien que n'étant pas musulmane, bien que n'étant pas une religion musulmane, parce que c'est le cas de le dire, que c'est juste des bandits, amène une certaine crispation. Parce que leur mode de fonctionnement, où au départ, ils ne viennent pas, ils vous disent qu'on va vous amener dans notre religion. Ils viennent par exemple, si je prends les cas qui sont actuellement, quand ils sont leur mode de recrutement au niveau de la région de l'Est, à Abomba précisément, où ils viennent, ils proposent du travail et ils disent aux jeunes, on va vous amener, vous allez travailler pour la sécurité, pour devenir des gardes du corps de certaines personnes. Et ces jeunes n'ayant aucun travail, ils ne savent pas où ils vont. Et quand ils les enrôlent, c'est par la suite, quand ils deviennent prisonniers, qu'ils se rendent compte qu'ils ne peuvent plus ni avancer, ni reculer. Donc, et ça fait très peur. Alors, autre question qui se pose, de par ce que nous dit Madame, ne pensez-vous pas que cela, quelque part, va paralyser les Camerounais en général? Parce que quand on sait que a été enrôlé un tel neveu, un tel fils, un tel petit frère, on est peut-être moins offensif parce qu'on se dit, bon, il est enrôlé, il est prisonnier, je ne vais peut-être pas y aller de toute mon énergie pour pouvoir contrer ce contre quoi je ne suis pas d'accord. Ne pensez-vous pas que ça crée quelque chose d'assez confus, finalement, comme réaction? Justement, il va y avoir un amalgame, comme aujourd'hui dans la région, quand je vois les conflits au Rwanda et au Congo. Quand il y a l'enrôlement des jeunes comme ça, ils partent dans ce genre de groupes armés, dans ce genre de groupes terroristes. Les familles qui restent, ils sont victimes parce qu'ils sont écartés, parce qu'on pense que les familles ont envoyé expressément leurs mêmes membres de famille dans ce genre de groupe. Et souvent, ça crée des conflits entre voisins, jusqu'à même arriver à avoir des conflits interethniques ou des conflits régionaux. C'est un problème très sérieux si on n'arrive pas à arrêter ce genre de recrutement chez les jeunes et tout, on va avoir d'autres conflits beaucoup plus supplémentaires qui... à part des conflits, à part des menaces terroristes, on va bientôt commencer à affronter des conflits interethniques, interrégionaux, parce qu'on va dire, non, telle région envoie plus d'enfants dans les groupes armés. Il faut faire très attention et commencer à organiser des conférences interrégionales, interethniques, pour que, justement, ce genre de situation ne crée pas un amalgame qui va amener d'autres conflits à part les menaces. Car le chaos profite à quelqu'un de précis, à ceux qui voudraient qu'il n'y ait que le chaos. Vous avez évoqué le collectif tout à l'heure, alors comment disiez-vous, le collectif pour la paix, le collectif pour la paix en Afrique. Je voudrais là que nos téléspectateurs puissent voir quelques images de la marche qu'il y a eu après. Il y a eu de nombreuses marches. On regarde ces quelques images avant de revenir sur le plateau. Ce qui se passe dans notre pays est inacceptable. Le Cameroun a toujours été un pays de paix. Donc nous avons décidé d'organiser le rassemblement pour dire stop et non à Boko Haram. Parce que Boko Haram n'a pas sa place chez nous au Cameroun. Pour dire que nous sommes tous ensemble derrière notre chef de l'État, chef des forces armées, le président Paul Biya, et nos forces de défense et de sécurité qui combattent avec force et vigueur pour vaincre Boko Haram et rétablir l'ordre et la paix chez nous, sur notre territoire, qui est une terre d'accueil, terre de paix. Et je veux interpeller ici la communauté internationale, l'ONU, qu'ils prennent leurs responsabilités parce que ce qui se passe au Cameroun est inacceptable. Il n'y a pas que la France, l'Ukraine et autres. Le Cameroun en ce moment est en train de traverser des moments difficiles et ils ont besoin d'être soutenus pour pouvoir taire cette imbécilité, ces hommes incivilisés appelés Boko Haram, parce que le Cameroun est un pays de droit, un pays de démocratie, une terre d'asile, une terre où vivre toute personne se sent chez soi. Alors ce que nous souhaitons, c'est que nous puissions soutenir tous ensemble nos forces armées, les forces armées camerounaises dans la lutte qui mène avec courage et détermination contre la secte Boko Haram. Et ce que nous souhaiterons aussi, c'est attirer l'attention de l'opinion internationale sur le fait qu'à cette agression qui devient globale, parce que Boko Haram n'a plus de frontières, c'est un ennemi sans frontières et sans limite, la solution à ce conflit doit être aussi globale. Ça veut dire que tous nous devons être unis, tous nos États doivent être unis pour combattre Boko Haram.
Voilà donc des images de marches. Ce que l'on reproche souvent aux marches des personnes de la diaspora, c'est que quelque part, ces marches ont un aspect un peu festif. On y va qui de son tambour, qui de sa joie. Ça devient un moment qui devient convivial. Or, l'heure est tout de même grave. Ne pensez-vous pas, c'est la question que nous posons depuis un moment déjà à toutes les communautés, ne pensez-vous pas qu'il faille reconsidérer la manière de faire une marche pour... et aucune marche n'a un objet festif en général. Oui, vous avez tout à fait raison. D'ailleurs, le collectif pour la paix en Afrique a organisé une marche statique, c'est-à-dire c'était une marche citoyenne. S'il y a des tam-tams, c'est tout simplement pour essayer d'attirer, parce qu'au niveau au Trocadéro, il y a toujours du monde qui passe. Et le fait qu'on fasse du tam-tam, ça attire des gens, que les gens se posent la question, mais qu'est-ce qui se passe? Mais quand on, avec les pancartes, quand on voit Boko Haram, la femme camerounaise dit non à Boko Haram, la femme africaine dit non à Boko Haram. Le collectif, en fait, c'est de pouvoir rassembler toute l'Afrique, tous les Africains, toutes ces régions qui sont touchées, que ce soit l'Afrique du Nord, que ce soit l'Afrique de l'Ouest ou l'Afrique centrale, c'est de pouvoir rassembler tout le monde. Et au cours de cette marche, on a d'ailleurs un jeune lion qui a composé une chanson, c'est-à-dire intitulée de A à Z, où chaque lettre a il lance un message à travers chaque lettre de l'alphabet, justement pour dire non et pour pouvoir sensibiliser les jeunes contre cette nébuleuse, pour que les jeunes ne soient plus enroulés de force comme c'est le cas maintenant. Alors, que pensez-vous que les Camerounais puissent craindre? Je voudrais vous faire parler en ayant du recul, parce que quand quelque chose commence, on se dit que ça commence, on ne se dit pas que ça commence, on se dit c'est quelque chose qui se passe et ça va certainement s'arrêter et on l'espère vivement. Mais quand on voit que ça prend de l'ampleur, n'est-il pas judicieux de s'appuyer sur d'autres expériences en d'autres lieux, et c'est le cas de ce qui s'est passé au Rwanda, pour quand même, encore une fois, avoir l'attitude appropriée? Vous disiez tout à l'heure, on ne peut pas prévenir, mais tout de même. Ouais, justement, je reviens d'abord sur les manifestations. Justement. Ouais, il ne faut pas que, en fait, tous les Africains, il faut que les Africains, la diaspora et les Européens se sentent concernés. Parce que ce qui se passe au Cameroun maintenant, en fait, ça a des conséquences et sur l'immigration, et sur les déplacements des populations. Et quand vous commencez à attendre des débats aujourd'hui, l'immigration, ça devient un problème sérieux. C'est à cause de ces conflits. Enfin, moi, je pense qu'il ne faut pas qu'en fait, on voit des menaces de Boko Haram au Cameroun comme étant quelque chose qui ne nous concernait pas. Il faut que ça soit concerné par tout le monde. Et utiliser des tambours pour attirer l'attention des gens, moi, je pense que ce n'est pas la bonne stratégie. Il faut miser plutôt par attirer l'attention de la participation de tout le monde. Je pense que c'est ce qui attire plus d'attention plutôt que de faire la fête alors que les gens sont en train de mourir. Par rapport justement à l'expérience vécue, moi je pense que les Camerounais devaient revoir et commencer à étudier l'histoire de ce qui se passe, de ce qui s'est passé dans d'autres régions comme l'Afrique centrale, des conflits de génocide, de Tutsi au Rwanda, des conflits en République démocratique du Congo, parce que ça va les aider aussi à comprendre comment arriver à trouver une solution et à ne pas intensifier les conflits comme ça se passe aujourd'hui jusqu'au Congo. Et autrement, si tout le monde ne se sent pas concerné, vous risquez d'arriver à d'autres conflits qui ne sont pas seulement des menaces terroristes. Alors, comment pensez-vous que les familles de victimes, ou plutôt, comment pensez-vous que les familles de victimes puissent vraiment être partie prenante? Parce que c'est déjà suffisamment lourd que d'avoir perdu un proche ou plusieurs dans ce que nous décrivons. Mais est-ce que cela ne donne-t-il pas une légitimité à ces familles-là pour être la tête de proue de la mobilisation, ou alors peut-être aussi trop dans leur peine, peut-être ne pourront-elles pas porter cela sur leurs épaules? Je pense que quand on est vraiment proche, le cas qui est le mien, on s'indigne. Après, on réfléchit qu'est-ce qu'il faut faire pour que d'autres ne tombent pas dans le même panier. D'où justement cette idée du collectif de pouvoir réunir tout le monde, tous les Africains justement qui sont passés par là, que ce soit le Congo, que ce soit le Rwanda ou
La République ou centrafricaine la peut-être République aussi. centrafricaine pour pouvoir mutualiser les compétences, savoir comment est-ce qu'on peut réfléchir, comment est-ce qu'on peut préserver justement pour que ça ne soit pas le chaos total. Parce qu'une mère qui pleure un enfant, elle est complètement, elle est perdue. Elle a besoin d'être conseillée par quelqu'un qui est passé par là. Mais a-t-elle l'énergie nécessaire justement pour rentrer dans tout cela? Parce que ça demande Évidemment. du temps, ça demande de l'énergie, ça demande de l'abnégation. Hein, encore une fois, c'est déjà bien assez que d'avoir perdu son enfant, mais s'il faut encore être dans toutes les marches et dans tous les médias pour mobiliser les autres, est-ce que ça n'est pas trop lourd parfois? Évidemment, c'est très lourd. Je prends le cas qui est le mien, parce que quand je lance le collectif pour la paix en Afrique, hein, je ne suis pas en train de penser que je vais avoir mon neveu qui va tomber le lendemain. Ouais. C'est 3 jours avant justement la marche que mon téléphone sonne, que je reçois la nouvelle. Je suis meurtrie. Et je me dis, qu'est-ce qu'il faut? Je pleure. Je me mets, jusqu'à présent, j'ai encore lâché depuis quand je parle de ça. Je me dis, mais on peut faire quelque chose pour que d'autres personnes tombent là-dedans. Et ça me donne toute énergie. Je mets de côté tous mes projets pour pouvoir aller justement pour médiatiser. Parce que pourquoi est-ce que ça arrive là? Parce que je pense que si on médiatise, si on préserve ceux qui ne sont pas encore dedans, les choses peuvent s'arrêter là. C'est-à-dire que organiser des conférences de presse, c'est ce que le collectif envisage de faire, pour justement associer tous les Africains et les amis d'Afrique pour que ce problème soit complètement résolu. Résolu ou au moins pris en compte, parce que peut-être personne n'a la solution, chacun se mobilise comme il peut. Alors quel regard portez-vous sur le fait que les présidents africains soient venus il y a quelque temps déjà, tous en France, tous comme un seul homme, pour se mobiliser autour de cette cause-là, et malheureusement après cette rencontre, on connaît la suite, madame en a fait les frais à ses dépens et d'autres familles aussi. Moi, je pense que les réunions des leaders, c'est très important. Faire rencontrer tous ces présidents, parce qu'il y a ceux qui ont plus d'expérience par rapport aux autres, par rapport au conflit. Ils vont apprendre comment les autres sont en train de gérer des situations d'après des conflits et comment ils parviennent justement à trouver des solutions. Ça, c'est très important. Mais le fait que les victimes ne sont pas invités. Moi, je trouve que les solutions, on ne peut pas avoir de bonnes solutions tant que sans impliquer les personnes qui sont très, très, très concernées. Absolument. Alors, sur la place, on peut parler aussi d'autres personnes qui ne sont pas souvent associées à la table des négociations, comme on le dit. Souvent, ce sont les femmes. Alors, première question, est-ce que vous pensez que c'est les femmes qui vont porter cette mobilisation aussi, parce qu'elles donnent la vie, parce que peut-être qu'elles ont une perception avec encore plus d'acuité de ce que c'est que le sens de la vie, et seront-elles invitées à la table des négociations? Voilà des questions qui méritent d'être posées. Moi, je pense que ne pas inviter les femmes dans ce genre de table, c'est une grosse erreur parce qu'ils ils font partie de ceux qui éduquent les enfants, de ceux qui empêchent ces enfants à aller dans les groupes armés ou dans les groupes terroristes. Ce sont ces femmes-là à qui on va avoir des valeurs. Depuis le jeune âge, on est avec sa mère, on va à l'école et on rentre, c'est sa mère qui lui donne à manger. Mais pour autant, est-ce que la mère a les moyens, par exemple, d'empêcher un jeune de se laisser enrôler? Parce que vous le disiez, ils sont là, ces jeunes, ils n'ont pas de travail, ils ont besoin, ils ont des espoirs, ils ont des projets. Soit d'aucuns vont partir à leur risque et péril à l'étranger, soit ils pourraient considérer ce recrutement comme une belle aubaine. Faut-il tout reposer sur les femmes au regard de ce qu'elles qui éduquent les enfants, alors que économiquement et politiquement, ce ne sont pas elles qui tiennent la situation en main? Justement, la question, je pense que la femme elle a un poids, elle a un rôle très important à jouer parce que vous vous rendez compte, la société de maintenant est basée justement sur cette société d'exploitation de l'homme. D'exploitation de la femme par l'homme. Si c'est ce que vous vouliez dire. De l'exploitation de l'homme en général, parce que vous voyez quand ce système économique qui est développé et qui amène justement ces guerres, qui amène ces révolutions, parce que Boko Haram, il faut le dire, hein, c'est des bandits, c'est des escrocs. La femme, pourquoi elle n'a pas abandonné totalement? Elle s'est mise... Allez-y. Elle s'est mise dans la positivité en mettant l'éducation de côté, parce qu'une mère est capable
d'empêcher son fils de se retrouver dans une situation comme celle que nous avons maintenant. Capable. Dans la situation de pauvreté, il est souvent très difficile parce que quand je vois les recrutements des enfants dans les groupes armés en Afrique centrale et en Afrique de l'Est, c'est souvent des enfants très vulnérables, dont les familles sont très pauvres, dont on propose aux familles un certain montant d'argent ou on leur promet des richesses dans l'avenir. Mais c'est pour cela que la plupart du temps, vous avez raison, parce que la plupart du cas, en fait, les familles pauvres, ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas de choix. Mais si on arrivait à améliorer les conditions de vie des femmes aussi, je pense que ça va de pair. Alors, nous allons devoir terminer là-dessus. Le temps qui nous est imparti est pratiquement révolu. Je voudrais bien évidemment dédier toute cette émission à toutes les familles de victimes pour leur donner envie de pouvoir continuer malgré tout. Merci à toutes les deux d'avoir accepté de participer à notre émission.